Dimanche 2 août 2020, mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 23 h sur RTI 1 et partout en Côte d'Ivoire. Voici les titres de cette édition. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, était à Yamoussoukro devant le Sénat. Sanson Kambilé a présenté 4 projets de loi. On en parle tout de suite en ouverture de ce journal. Et c'est officiel, après plus de 5 mois d'interruption, les bars et autres espaces de divertissement du Grand Abidjan peuvent ouvrir leurs portes. Une réouverture dans le strict respect des mesures barrières que nous irons constater au cours de cette édition avec Patricia Omouetia. En Inde, une vague d'intoxication à l'alcool frélatée fait de nombreux morts. Dans l'état du Punjab, au moins 86 personnes ont déjà trouvé la mort. La police mène d'importants raids et arrestations pour tenter de limiter la tragédie. Voilà pour les titres. Merci d'être sur RTI 1. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, était devant les sénateurs à Yamoussoukro. Sanson Kambilé a présenté 4 projets de loi portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Cour de cassation, du Conseil d'État, du Parquet général, près de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Le tribunal de conflit est également concerné par les réformes. On en parle avec Kader Sogodogo. La révision constitutionnelle du 19 mars 2020 a vu la suppression de la Cour suprême. Cette même révision constitutionnelle élevait au rang d'institution juridictionnelle la Cour de cassation et le Conseil d'État au même titre que la Cour des comptes. De nouveaux présidents seront ainsi nommés. Il convient donc de doter ces nouvelles institutions de textes appelés à les régir et d'autres instruments pour les accompagner. C'est tout le sens des 4 projets de loi soumis aux sénateurs réunis en commission à Yamoussoukro. Après vote, le Sénat, à l'unanimité, donne son quitus aux 4 projets de loi. Une avancée notable pour l'émissaire du président de la République. Dorénavant, on a 2 nouvelles institutions juridictionnelles représentatives du pouvoir judiciaire. Ce sont donc la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, et le Conseil d'État, la plus haute juridiction de l'ordre administratif. La disparition de la Cour suprême a conduit à la mise en place d'un parquet général près la Cour de cassation et le Conseil d'État, en remplacement du parquet général près la Cour suprême, tel que cela existait par le passé. Il convient également d'indiquer que la création de 2 ordres de juridiction, l'ordre administratif et l'ordre judiciaire, pose le problème du règlement des conflits susceptibles de surgir entre ces 2 ordres de juridiction. Cela donc conduit à la création du tribunal des conflits qui est composé paritairement par les magistrats de la Cour de cassation et par des magistrats du Conseil d'État. Prochain rendez-vous au Sénat, ce sera avec le ministre Moussa Sanogo. Il viendra défendre le projet de loi portant régime financier des collectivités territoriales. Vous devez le savoir, il existe désormais un document qui fait le point des objectifs du développement durable en Côte d'Ivoire. Dénommé Bilan commun pays, le document contient des actions du gouvernement dans le cadre de l'exécution des ODD. Il a été élaboré par le ministère du Plan avec le soutien des Nations Unies. Les explications d'Issa Chonayeo. Les Nations Unies veulent aider la Côte d'Ivoire à atteindre les objectifs du développement durable ODD d'ici à 2030. Un document dénommé Bilan commun pays est élaboré. Les résultats de ce sondage a fait l'objet d'une présentation en présence d'experts. L'objectif du bilan commun de pays est donc de fournir une compréhension et une analyse commune des opportunités et des défis du pays dans la perspective de la réalisation des 17 objectifs de développement durable. Cette analyse doit aider à définir des conditions d'accélération de la mise en œuvre de l'agenda 2030, encadré par les principes directeurs suivants: ne laisser personne de côté, les droits humains et les autres droits, le principe de l'équité, du genre et de l'autonomisation des femmes, la résilience, la durabilité et la redevabilité. Pour la ministre Kabanyali,
Grâce à la planification stratégique du président de la République, Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire connaît une embellie économique. Notre économie compte parmi les plus dynamiques au monde, avec un taux de croissance moyen annuel de plus de 8% sur la période 2012-2019. Elle a permis enfin d'améliorer les conditions de vie des populations, à travers notamment un meilleur accès à l'éducation, l'électricité, l'eau potable et aux soins de santé. La ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé, a salué le soutien du système des Nations Unies dans la performance économique de la Côte d'Ivoire. Pour elle, il est important de faire le bilan des ODD en Côte d'Ivoire afin de mieux apprécier le chemin parcouru et d'orienter des actions futures pour une meilleure efficacité. On parle à présent d'éducation. Le village d'Adjamé-Agban aura bientôt un nouveau groupe scolaire. L'infrastructure viendra remplacer l'ancienne école qui date de 1959. La pose de la première pierre a été faite la semaine dernière par le ministre de l'Hydraulique. Il s'agit pour Laurent Tchagba, donateur et fils de la commune, d'améliorer les conditions de travail des enfants du village. Le reportage de Franck Kouadio. Bientôt un groupe scolaire pour le village d'Adjamé-Agban. La volonté de tous les fils du village de voir réhabiliter leur école datant de 1959 est ainsi une réalité. Et c'est l'un des leurs, Laurent Tchagba, également ministre de l'Hydraulique, qui est à l'initiative de la construction de ce groupe scolaire, lui-même d'ailleurs ancien élève de cette école. Je viens le réaliser avec tout l'amour et la volonté de servir mon village. Pour que mon village soit honoré, pour que quand on rentre dans ce village, on ne voit pas une école délabrée, mais une école qui est construite, qui permet aux enfants d'avoir toutes les commodités pour aller à l'école. Un groupe scolaire de 3 écoles construites chacune en R+1, une maternelle et une cantine scolaire sur une superficie de 6145 m², d'un coût global de plus de 429 millions de francs CFA. Acteurs et partenaires de l'école apprécient. Vraiment, c'était difficile. Et nous cherchions, Dieu a touché le cœur de notre frère qui est de même génération que nous, la génération Douba, et il nous a approchés pour nous faire partager son rêve, qui était le nôtre aussi. Les travaux du groupe scolaire EPP Agban vont durer 4 mois. Ils prendront fin au mois de novembre prochain. L'ensemble de la rédaction de RTI 1 est pleinement mobilisé pour vous donner en temps réel et régulièrement des informations sur la maladie à coronavirus, une maladie qui continue de sévir dans le monde, mais aussi en Côte d'Ivoire. À présent, le point de la situation de la Covid-19 au 2 août 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce dimanche 73 nouveaux cas de Covid-19 sur 1102 échantillons prélevés, soit 6,6% de cas positifs, 51 guéris et 0 décès. À la date du 2 août, la Côte d'Ivoire compte donc 16 182 cas confirmés, dont 11 801 personnes guéries, 102 décès et 4 279 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 102 685 cas. Face donc à la propagation que rien ne semble pouvoir enrayer, le comité d'urgence de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, s'est une nouvelle fois réuni vendredi, 6 mois après avoir décrété l'urgence mondiale. Cette pandémie est une crise sanitaire comme on n'en voit qu'une par siècle et ses effets seront ressentis pour les décennies à venir, a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'OMS a prévenu en outre que la pandémie de coronavirus allait probablement être très longue. Le monde entier a célébré samedi 1er août la journée mondiale de lutte contre la toxicomanie. Pour marquer l'événement en Côte d'Ivoire, le Lions Club a réhabilité le centre d'ergothérapie. Il a également fait don de vivres et de non-vivres aux personnes affectées par la toxicomanie. La cérémonie s'est déroulée à la Croix Bleue de Williamsville dans la commune d'Adjamé, une cérémonie suivie par Clément Boko. À la suite d'un divorce, Malik sombre dans la dépression et va trouver refuge dans la consommation de la drogue. C'est la descente aux enfers pour lui. J'ai lutté par moi-même à plusieurs reprises pour m'en sortir. C'était carrément impossible à cause du syndrome de manque qui est vraiment douloureux.
et qui fait qu'à chaque fois il y avait les rechutes. Donc à partir de cela, j'ai dit que vraiment il faut que je sois aidé. À 48 ans, l'homme a repris le contrôle de sa vie et soutient les jeunes qui, comme lui, ont croisé un jour le chemin des stupéfiants. Pour venir en aide à ces personnes affectées par la toxicomanie, le Lions Club District 403 A2 pose des actions en leur faveur. Chaque année, les Lions célèbrent la journée internationale de la lutte contre la toxicomanie. Nous avons l'habitude de nous rendre à la Croix-Bleue ici pour réaliser des œuvres. Le centre d'ergothérapie, c'est le centre d'apprentissage des pensionnaires en vue de les sociabiliser. Ce centre est devenu vétuste, inutilisable depuis la crise 2011. Donc il était devant la loi pour nous les Lions, que nous puissions venir apporter notre soutien. C'est une œuvre qui a coûté un peu plus de 5 millions de francs CFA. L'initiative, qui est saluée par la tutelle, vient appuyer les efforts du gouvernement dans la lutte contre la toxicomanie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'est engagé résolument dans la lutte contre la toxicomanie à travers plusieurs actions basées sur les orientations internationales en la matière, ayant abouti à des acquis notables à ce jour. Il s'agit notamment de la sensibilisation régulière des jeunes sur les méfaits de la toxicomanie ou encore d'enquêtes nationales avec la mise en place d'un réseau épidémiologique pour la surveillance. Relativement à la prise en charge sanitaire des usagers de drogue, volet essentiel stratégique de la lutte contre la toxicomanie, plusieurs professionnels de santé ont été formés à ce jour et d'autres formations continuent encore. En 2019, une étude menée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a révélé que 11% des toxicomanes consomment leur drogue par injection, ce qui expose ces personnes à un risque réel de contamination au VIH, à la tuberculose et aux hépatites. L'État encourage donc les acteurs de la société civile à emboîter le pas au Lions Club. Je vous le disais en ouverture de ce journal, le Grand Abidjan peut désormais vibrer au rythme de ses bars et autres lieux de divertissement. Après plus de 5 mois de cessation d'activité, les bars, les nightclubs et les maquis peuvent officiellement relancer leurs activités depuis le 31 juillet dernier, mais à une seule condition, il faudra coûte que coûte respecter les mesures barrières et la distanciation physique comme indiqué par le Conseil national de sécurité sous peine de fermeture. Avec le préfet d'Abidjan et le ministre du Tourisme, notre reporter Patricia Omouetia a sillonné quelques communes. Voici son constat. C'est une soirée que de nombreux Ivoiriens attendaient avec impatience. Nous sommes très heureux que le gouvernement ait décidé de lever cette barrière-là, dans la mesure où on a des frères qui vivent de ça, dans un premier temps. Et nous aussi, le stress du travail étant élevé, nous avons besoin de nous amuser de temps à autre. Seulement, nous respectons les mesures barrières que le gouvernement a instaurées. Bars et espaces de divertissement doivent mettre en place des protocoles stricts pour éviter la concentration de personnes afin de respecter les mesures barrières. On est obligé de respecter parce qu'on ne veut pas encore refermer, c'est qu'on va les respecter. Pour le moment, vous avez vu, le ministre a donné quelques recommandations avec monsieur le préfet. On va essayer de les respecter, puis au fur et à mesure, les choses vont aller. On essaie autant que faire se peut de faire en sorte que la maladie, en tout cas, aille très loin de nous parce que nos activités en dépendent. On en a très souffert et nous espérons que chacun de nous comprendra qu'il faut s'impliquer pour que justement nous puissions continuer de garder nos activités parce que nous sommes la vitrine du tourisme en Côte d'Ivoire. Clubs, lieux festifs, vie nocturne et autres joyeusetés qui rythment la vie des noctambules ont repris leurs activités au lendemain de la décision du Conseil national de sécurité du 30 juillet dernier, autorisant leur réouverture après plus de 4 mois de fermeture due à la pandémie de la COVID-19. Des mesures sanitaires drastiques nécessaires qui ont eu de sévères répercussions économiques, notamment pour les professionnels du secteur. Le chiffre d'affaires, vous voyez, en 5 mois, nous avons perdu plus de 30 milliards, puisque nous avons 500 établissements de nuit, au sein du MOPEN. Quand on a fait la tournée, il y a plein de boîtes de nuit aujourd'hui qui sont fermées, qui ne peuvent pas ouvrir. Voilà, ils ont été impactés directement. Donc, et encore la relance sera très difficile.
De Yopougon rue Princesse, en passant par les deux plateaux et Cocody, le préfet d'Abidjan et le ministre du Tourisme et des Loisirs ont fait le constat du déconfinement. Si demain, on touche du bois, on avait une flambée des cas de Covid-19, il va de soi que pour la protection de la vie de nos populations, des mesures soient prises pour revoir ce qui a été fait. Ce qui n'est pas souhaitable, comme le ministre l'a souligné, dans les autres établissements où nous sommes passés. Il est donc du devoir de tous les animateurs et les acteurs qui sont là, qui ont participé à ce travail-là, qui a abouti à la réouverture, de se mettre ensemble pour faire la sensibilisation, non seulement au sein de leurs établissements, mais en dehors. Nous sommes venus suite au dernier Conseil national de sécurité à l'effet de voir l'effectivité de la mise en œuvre des mesures barrières devant être respectées pour rompre la chaîne de contamination. Ce à quoi nous nous réjouissons parce que nous voyons que les mesures sont véritablement respectées et nous voudrions les inviter à redoubler d'ardeur pour doubler de vigilance aussi afin de ne pas faiblir. Les discothèques font partie des commerces les plus affectés par la Covid-19 avec un manque à gagner de 30 milliards de francs CFA. Sans visibilité quant à la réouverture, elles s'interrogent aussi sur le comportement futur des clients qui doivent s'approprier les mesures barrières. Et qui parle de bars et de nightclubs parle de nuisances sonores. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité sensibilise sur le décret. Un décret portant réglementation des émissions de bruit de voisinage. Un décret pris par le gouvernement. Et c'est dans une église qu'Anne-Désirée Ouloto a décidé de faire passer le message ce dimanche. L'initiative s'inscrit dans le décret de la semaine, dans le cadre de la semaine nationale de la propriété lancée seulement hier, 1er août. Grâce Kando. Bien qu'étant chrétienne catholique, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité est allée prier ce dimanche à l'église Ambassade des Miracles dans la commune de Cocody. Signe de fraternité et de proximité avec les autres confessions religieuses. Ce moment de prière, une opportunité pour la ministre Anne-Désirée Ouloto d'échanger avec les responsables de cette église sur le décret portant réglementation des émissions de bruit de voisinage pris en 2016 par le gouvernement. Il vise entre autres à prévenir, limiter et supprimer la propagation de bruit. La Côte d'Ivoire est un pays de croyants et c'est important que nous puissions faire ce qu'il y a lieu de faire à notre niveau pour que notre pays prenne la bonne direction. C'est dans ce cadre que nous nous inscrivons, dans la logique donc de faire en sorte que les mesures prises par le gouvernement soient appliquées, respectées dans le strict respect, bien entendu, des Écritures saintes. J'ai désormais auprès du bishop un partenaire, un allié, pour accompagner le gouvernement dans notre souci de faire accepter ce décret et de faire en sorte que nous puissions mieux vivre ensemble, chacun en apportant sa contribution. Et avec nous, le bishop compte faire en sorte que le voisinage également soit sensibilisé à l'existence de ce décret. Avant l'église Ambassade des Miracles, plusieurs autres lieux de prière et de divertissement ont aussi reçu la visite de la ministre Anne-Désirée Ouloto. Objectif, les sensibiliser sur les émissions de bruit de voisinage. Le non-respect de cette réglementation expose les contrevenants aux peines prévues par le Code pénal et celui de l'environnement. Il s'agit de la confiscation du matériel ayant servi à l'émission du bruit et de la fermeture du site. On s'intéresse maintenant à la cohésion sociale afin d'élaborer la cartographie des conflits. Une délégation du médiateur de la République a échangé avec les différentes couches sociales du département de Grand Bassam. Il s'agit d'une étape qui marquait la fin d'une tournée dans les différents départements du Sud Comoé. Au cours de sa tournée, l'institution a recueilli auprès des populations plusieurs schémas de figure qui pourraient mettre à mal la cohésion sociale. Le résumé de la rencontre, c'est avec Mamadou Kouassi. À l'étape de Grand Bassam, la délégation du médiateur de la République voulait un dialogue franc et direct afin de ressortir les problèmes susceptibles de fragiliser la cohésion sociale dans le département. Une assurance qui a permis aux autorités traditionnelles, aux leaders communautaires, aux responsables d'associations de femmes et de jeunes de présenter les problèmes qui minent aujourd'hui leur société. Au nombre de ces difficultés figurent en bonne place
les questions de chefferie et les litiges fonciers. C'est lié au problème d'argent. Sinon, normalement, dans nos traditions, on sait comment on devient roi. On sait comment on peut choisir un chef. Il y a 2 ou 3 chefs dans tous les villages. Et donc, c'est des problèmes énormes. Et je pense que le médiateur doit prendre ses responsabilités. Le problème le plus récurrent, c'est le problème entre Abouré et Nzima. Bon, c'est pour le problème d'antériorité de l'arrivée des personnes sur le site. Ce qui fait qu'il y a toujours un petit machin de friction entre les 2 peuples. Il s'agit pour le médiateur de la République de sensibiliser la population sur le maintien du climat social apaisé à l'orée de la période électorale. C'est pourquoi Sorodo et sa délégation signifient aux populations que ces problèmes présentés feront l'objet d'une cartographie des conflits du département du Grand Bassam. Ravis parce que les populations nous ont écoutés. Et pas seulement nous ont écoutés, elles ont parlé avec leur cœur pour présenter leurs préoccupations que nous allons, comme il le dit, faire la cartographie des conflits qui vont permettre aux médiateurs de la République de mieux élaborer une stratégie d'approche de gestion de ces conflits. Mais déjà, un comité local de médiation sera mis en place afin de recueillir au quotidien les différentes préoccupations des populations. Des préoccupations qui seront prises en compte au cours de la grande rencontre de Yamoussoukro prévue pour le 29 août prochain. Le médiateur va parler aux populations, leur parler de paix, leur parler de vivre ensemble dans la quiétude, dans la fraternité. Il faut rappeler qu'avant l'étape du Grand Bassam, la délégation du médiateur de la République a sillonné tous les chefs du département, la région de Sud-Komoué, avec pour objectif principal l'élaboration d'une cartographie des conflits de la région. Le PNUD veut apporter son appui technique au Conseil constitutionnel pour améliorer ses performances en ce qui concerne le parrainage électoral. Son président Mamadou Koné a reçu en audience la représentante au pays du programme onusien en Côte d'Ivoire. Au cœur des échanges, la présidentielle de 2020, l'éclairage de Gabriel Zani. Un appui technique pour veiller au contrôle du processus électoral de la présidentielle d'octobre prochain. Voilà le contenu de la visite de travail rendue par la représentante pays du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a des attributions de juge des élections. Donc il était important pour nous de voir dans quelle mesure nous pouvons soutenir le Conseil constitutionnel et nous assurer qu'ils ont les moyens nécessaires pour pouvoir mener à bien leurs attributions. Cette aide au profit du Conseil constitutionnel consiste à améliorer le système électoral. En matière d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel statue sur la recevabilité des dossiers des candidats, des contestations et proclame les résultats définitifs. Cette année, avec le système de parrainage, l'institution aura beaucoup à faire. Le Conseil nous a fait part de ses besoins en informatique pour pouvoir gérer le mécanisme de parrainage qui est une nouveauté dans le paysage électoral ivoirien. Donc nous allons voir ce qu'on peut faire dans le cadre du projet d'assistance. Il y a également tout le volet formation et sensibilisation que nous voulons appuyer pour nous assurer que tout le monde comprenne le rôle du Conseil constitutionnel. Le projet d'assistance électorale du PNUD permet d'évaluer les besoins dans la perspective de relever durablement le défi de la consolidation de la paix dans le pays. Et on reste dans le ton des élections, le contentieux électoral, l'étape qui succède à la révision de la liste électorale et à son affichage était au cœur du magazine du dimanche, une édition hebdomadaire au cours de laquelle Hamza Diaby recevait comme invité Maître Yapobi Keti, avocate, commissaire central et porte-parole adjoint de la CEI. Voici un extrait de leur entretien. Après la révision de la liste électorale, nous passons à la phase du contentieux électoral. Oui. Donc, qui est précédé de l'affichage. Qui est précédé de l'affichage. Et je dois vous dire que l'affichage a commencé depuis hier. Hier. Et il va, oui, hier 1er août, pour s'étendre jusqu'au 5 août. Ensuite, le 5 août, vont démarrer les réclamations. Ça veut dire tout simplement qu'une fois les listes affichées, les listes provisoires affichées, les électeurs qui ont des réclamations à faire sur cette liste pourront venir dans les commissions locales pour porter leurs réclamations. Justement, quels sont les types de contentieux électoral? Le contentieux électoral est sur quoi peuvent porter ces réclamations? Il est de 3 ordres. Il peut être sur l'inscription,
sur la liste électorale, c'est-à-dire que l'électeur a été omis de la liste électorale, tout simplement. Et il vient pour faire savoir qu'il remplissait toutes les conditions pour être inscrit sur cette liste et qu'il ne comprend pas pourquoi il est omis. Donc, il vient avec ses justificatifs et la CEI examine sa requête et il fait droit, bien évidemment, si les justificatifs sont là. Ensuite, la réclamation peut porter sur les inscriptions qui ont été faites. Les inscriptions en elles-mêmes existent, c'est-à-dire que l'électeur figure sur la liste, mais les données personnelles ne sont pas exactes. Il peut y avoir des erreurs sur le nom, par exemple, sur la date de naissance, sur le lieu de vote, auquel cas l'électeur vient porter sa réclamation pour que cela soit rectifié. Et puis, enfin, le troisième type de réclamation peut porter sur les radiations de la liste électorale. Ça veut dire tout simplement qu'un électeur peut venir porter une réclamation sur l'inscription qui a été faite d'un électeur, un autre électeur, en considérant qu'il n'avait pas le droit d'y être, pour des raisons diverses, soit tenant à la nationalité ou à l'âge, etc., etc. C'était dans l'air. Depuis hier samedi, l'URD, l'Union républicaine pour la démocratie, a choisi son candidat pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. Il s'agit de Daniel Boni-Claverie, l'ancienne ministre de la Communication, aujourd'hui âgée de 78 ans, se dit prête à incarner le changement en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu d'Éric Goré. En toute simplicité, mais avec solennité, je réponds à votre sollicitation et je me déclare candidate à l'élection présidentielle. C'est décidé. Daniel Boni-Claverie est dans la course pour la présidentielle d'octobre. Une déclaration faite lors du premier congrès ordinaire du parti. Ce congrès de l'Union républicaine pour la démocratie URD a permis aux militants de renouveler leur confiance en celle qui a créé ce parti en 2006. L'annonce de sa candidature à l'élection d'octobre prochain s'est faite en présence des représentants des partis d'opposition. Une candidature motivée par l'aspiration à un changement en Côte d'Ivoire, selon ses propres termes. Je défendrai avec fierté les couleurs de l'URD. Je ne saurais me dérober. Vous pouvez compter, chers congressistes, sur moi. La présidente de l'URD entend œuvrer à la réconciliation de tous les Ivoiriens. Présidentielle 2020 toujours, l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, va présenter un candidat en octobre prochain. Et sans surprise, c'est Albert Mabry-Touakeus qui va défendre les couleurs du parti. Le patron du parti Arc-en-Ciel a annoncé sa candidature aux sorties du bureau politique ordinaire qui s'est déroulé ce dimanche. L'opération Une femme, 5 voix vient d'être lancée dans le Nzi. C'est une initiative des femmes du RHDP de la région qui s'engage à contribuer fortement à la victoire du candidat du RHDP à l'élection présidentielle. Des femmes qui bénéficient du soutien du professeur Ramata Libakayoko. Moussa Kounate. Une femme, 5 voix. C'est l'opération lancée par la coordination RHDP de la région du Nzi. L'opération avait permis l'enrôlement de plusieurs personnes en âge de voter. Pour l'élection présidentielle d'octobre 2020, les femmes RHDP de la région du Nzi entendent redoubler d'efforts. Face à Ramata Libakayoko, coordonnatrice RHDP de la région du Nzi, elles promettent parcourir les villes et villages de la région afin de ratisser large pour le candidat du RHDP et lui garantir la victoire. Cet engagement des militantes rassure la coordonnatrice Ramata Libakayoko, qui les a encouragées dans leur initiative. Elle les a exhortés à mener toutes leurs activités dans un esprit apaisé, d'union et de solidarité. Dans l'actualité hors de chez nous, en Inde, une vague d'intoxication à l'alcool frélaté est en cours dans l'état du Punjab, où près de 100 personnes ont déjà trouvé la mort. La police continue de mener d'importants raids et arrestations pour tenter de limiter la tragédie. Selon des sources médicales, les trafiquants auraient ajouté des ingrédients toxiques tels que le méthanol pour augmenter le degré d'alcool dans leurs spiritueux. L'ampleur de cet empoisonnement, dont le bilan pourrait encore s'alourdir, a provoqué une vague de choc dans tout le pays.
Faisons à présent le tour du monde avec les faits marquants de l'actualité. Cette semaine, c'est une sélection signée Alexis Ouedraogo. Les États-Unis ont enregistré lundi un peu plus de 57 000 nouveaux cas de contamination en 24 heures. Le nombre total de Covid-19 dans le pays est passé à 4,28 millions avec quelques 147 500 morts. L'Organisation mondiale du tourisme a révélé mardi que la Covid-19 a provoqué plus de 320 milliards de dollars de pertes pour le tourisme mondial entre janvier et mai 2020. Selon l'IATA, le trafic aérien mondial ne retrouvera pas son niveau d'avant-crise avant 2024. L'Arabie saoudite a accueilli mercredi le grand pèlerinage musulman à la Mecque avec un nombre de fidèles réduit. Seuls 10 000 Saoudiens et résidents étrangers du royaume ont été autorisés à effectuer le Hajj. Donald Trump a évoqué jeudi l'éventualité d'un report de l'élection présidentielle prévue le 3 novembre aux États-Unis en renouvelant sa crainte d'une fraude dans les votes par correspondance. Les démocrates disent déjà se préparer au scénario qui verrait leur adversaire républicain contester les résultats, exiger de nouveaux comptages de voix. La chef de l'exécutif hongkongais Carrie Lam a annoncé vendredi le report des législatives prévues pour septembre prochain en raison de la hausse des cas de Covid, une décision qui risque d'alimenter la colère du camp pro-démocrate. Le Mexique a recensé samedi un record de contamination avec 9 556 nouveaux cas enregistrés en 24 heures. L'Afrique du Sud, le pays du continent africain le plus touché par la maladie, a lui franchi la barre du demi-million de personnes contaminées. Les premiers astronautes à avoir atteint la Station spatiale internationale à bord d'un appareil américain en presque 10 ans ont entamé samedi leur retour sur Terre. L'amérissage est prévu dimanche à 18h41 GMT dans le golfe du Mexique. L'opération reste délicate même si l'an dernier, la capsule Dragon a accompli cette mission à vide et sans incident. Et voilà qui referme cette édition d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi et bonne suite de programme sur RTI 1. Bonsoir.